Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ces rencontres François Rabelais, version délocalisée, conditions sanitaires obligent. Une table ronde donc consacrée dans ce cadre général de la gastronomie pour tous, consacrée à la gastronomie pour public fragile. Alors qu'entend-on par public fragile? Ici on va se focaliser sur les personnes en institution, donc EHPAD ou hôpitaux, qui subissent un peu la double peine d'une part de pathologies soit liées au vieillissement, soit liées à divers accidents de la vie et un environnement souvent peu joyeux, dans des conditions sociales et sociétales qui peuvent mettre à mal ce moment privilégié qu'est le repas et qui est souvent un réconfort extrêmement important, notamment dans ce contexte-là. Donc pour parler de ce sujet ô combien sensible et qui va tous nous concerner a priori à un moment ou à un autre, nous avons réuni donc en plateau Jean-Pierre Corbeau qui est en face de moi. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Et donc professeur de sociologie à l'université de Tours, pardon. Nous avons aussi donc hors plateau et à distance Monique Ferry, donc gériatre, nutritionniste et qui a œuvré pendant longtemps à l'université Paris 13 et notamment chef de service en gériatrie, à la fois avec un doctorat en médecine et en sciences de la nutrition. Bonjour Monique, vous nous entendez? Bonjour. Et Oui, Éric Comelin, en distance à Lyon, donc maître de conférence associé à l'Université Lyon 3 et président fondateur de EC6, qui est un cabinet conseil d'ingénierie culinaire et justement spécialisé dans l'alimentation, EHPAD et milieux hospitaliers. Et Éric qui pilote un certain nombre de projets de recherche liés au vieillissement et à l'alimentation, dont il nous parlera certainement. Donc, bonjour Éric, oui. Donc rentrons directement dans le vif du sujet, puisque on a affaire à un public fragile, c'est-à-dire pour lequel l'enjeu de la nutrition est d'autant plus important. Et cet aspect de nutrition est justement la spécialité de Monique, donc je veux bien qu'elle nous en parle un petit peu. Quels sont les enjeux finalement de la dénutrition dans ces milieux très particuliers que sont à la fois le milieu hospitalier et le milieu des EHPAD? Si on pouvait avoir quelques ordres de grandeur pour rentrer dans le vif du sujet concernant cette problématique particulière de la dénutrition. Eh bien, c'est la dénutrition d'EHPAD, c'est très important parce que on a, du point de vue, c'est un phénomène complexe, le goût, qui est à la fois l'odorat et le goût. Et Brillat-Savarin disait que la cheminée était comme la cheminée du goût, et que c'était donc un phénomène complexe qui repose sur une base physiologique, mais aussi psychologique et culturelle. Et on se retrouve avec des gens qui ont leur équilibre alimentaire qui est complètement modifié par le fait des repas pris en commun dans l'acte de manger, c'est essentiel à la vie et ça ne peut pas se résumer à la simple satisfaction d'un besoin primaire tel que décrit en bas de la pyramide de Maslow. Le repas, ça doit être autre chose que la gestion rapide de tel ou tel mets. On peut plus le voir uniquement sous un aspect médical. Il est fondamental qu'il permette la réalisation d'un désir difficile à cerner, mais toujours présent, qu'il soit synonyme de plaisir et qu'il invite le sujet à la socialisation. Alors l'importance des repas pour la personne âgée, c'est très important parce que ça reste un élément capital de choix et de liberté du résident. Alors j'ai fait la qualité des plats, l'environnement, si vous voulez, les voisins de table, les horaires. Bah oui, si on peut avoir parce que je sais que vous avez beaucoup œuvré dans ce milieu-là, où tous les élèves, les jeunes étudiants en nutrition ont en tête la spirale de la dénutrition, qui est une de vos figures, je pense, les plus partagées dans les publications. Alors on ne l'a pas à l'image, mais si vous pouviez décrire en gros en quoi ça consiste, cette fameuse spirale, quel est cet engrenage maléfique qui se met en place malheureusement et contre lequel justement on peut essayer de lutter. Alors, je vais simplement vous dire que j'ai fait un livre qui était un livre pour vivre mieux plus longtemps et qui a été
pour financer l'Euronude Seneca. Donc c'est vieux comme Hérode, mais c'est toujours valable. C'est-à-dire que à l'époque, j'avais fait un truc qui était déjà la retraite, l'équilibre est dans l'assiette, et on a tenté de faire, pour la nutrition du sujet âgé, on a tenté par le club francophone de gériatrie et nutrition de faire des aspects psychosociaux de clinique de l'alimentation. Jean-Pierre Corbeau, donc, ce que vous pouvez nous raconter, déjà j'ai oublié de dire à chacun de se présenter auparavant, désolé, c'est vraiment ma faute totale, on est un peu perturbé par les événements du direct. Oui. Donc on va se rattraper. Monique, je vous demanderai de vous présenter un peu plus précisément après, parce que moi je l'ai fait très brièvement, donc Jean-Pierre, si vous pouviez vous présenter justement. Et... Donc je suis professeur émérite de sociologie de l'alimentation à l'université de Tours. Je suis vice-président de l'IEHCA. Donc l'UHCA qui est le lieu qui nous accueille, voilà, l'Institut européen d'histoire et de culture de l'alimentation. Et disons que depuis, je connais bien Monique, on a eu le plaisir de travailler ensemble plusieurs fois. Disons que depuis 40 ans à peu près, puisque je ne suis pas tout jeune non plus, depuis au moins une quarantaine d'années, je travaille sur les comportements alimentaires et je me suis particulièrement intéressé à l'intérieur des âges de la vie, au premier jour de la vie, hein, donc à l'éducation gustative, mais depuis les premiers âges, qui n'est pas le sujet aujourd'hui, et à la fin de la vie, qui m'intéresse. Alors je dirais simplement, pour reprendre et pour continuer tout ce que Monique vient déjà d'évoquer, je dirais que jusqu'à la fin de notre vie, jusqu'à notre dernier souffle, on mange. C'est pratiquement l'une des seules fonctions qui va rester. Et que ce n'est pas uniquement, comme elle l'a bien souligné, une fonction physiologique, c'est effectivement, ou ça devrait être une source de plaisir, ça devrait être un acte social jusqu'au bout. Et le problème est de savoir si on médicalise trop, c'est sans doute des choses qu'on aura l'occasion d'évoquer tout à l'heure, mais si l'alimentation de la personne âgée ou à l'hôpital est trop médicalisée, je veux dire qu'il y a un moment où c'est plus un acte social, c'est un acte médical. Et c'est tout le contresens qu'il peut y avoir sur la notion de soin. Quand on nous dit partout, on écrit l'alimentation est un soin, oui, à condition justement de prendre l'individu, le mangeur, dans sa globalité, c'est-à-dire voir ses préférences alimentaires, voir sa trajectoire, à quel moment le connaître, connaître ses besoins, connaître ses désirs et essayer de coller au maximum vis-à-vis de lui. On aura l'occasion de revenir sur cette Oui, parce que derrière coller aux besoins, voilà. Il y a l'enjeu de l'alimentation personnalisée qui est un gros souci technique. Oui, mais sans aller jusqu'à l'alimentation personnalisée. Je veux un simple exemple, puisqu'on a parlé de plaisir, lorsque dans des EHPAD, à l'heure actuelle encore, entre eux, on va déjà parler de texture, mais sans doute la troisième personne en parlera. Lorsque vous passez au nom de l'humanitude d'un petit déjeuner, entre guillemets, vers 10h30, 11h du matin, dans votre chambre, avec des choses détrempées, à quelque chose qui, une demi-heure après ou une heure après, est un mixé devant vous, et qu'il n'y a pas le verre de vin qui signifie le début du repas, parce que soi-disant c'est pas bon de boire du vin, eh bien finalement ces personnes-là qui ont des restrictions cognitives vont pas comprendre que c'est le repas et vont bien sûr refuser, puisque, et je terminerai là-dessus pour le prendre chaud, je dirais l'un des enjeux de l'alimentation de la personne âgée et de la personne à l'hôpital, c'est la possibilité, c'est la seule chose qu'ils peuvent refuser. C'est-à-dire que finalement, le seul conflit signifié avec l'institution qui les ennuie, même s'ils ne peuvent pas le dire, c'est de dire « je ne veux pas manger ta nourriture ». Bon. Donc il faut que la nourriture soit un petit peu excentrée par rapport au conflit institutionnel et fasse plaisir et reconnaisse l'identité, jusqu'à la fin, l'identité du mangeur. Voilà. Très bien. Eric, on va continuer ce tour de table. Du coup, est-ce que pour le coup, vous pouvez vous présenter un peu plus en détail que ce que j'ai fait et raconter votre implication dans cette thématique particulière? Oui, c'est une thématique très intéressante, Christophe. C'est celle qui nous a réunis il y a une dizaine d'années déjà, dans le cadre du programme Renaissance, hein, quand on a lancé Renaissance avec les autres partenaires. Et puis, on n'a pas arrêté de se côtoyer depuis. Et puis, on commence une nouvelle aventure, puisque EC6, que j'ai créé voici une quinzaine d'années, a voulu ancrer, je dirais, son activité sur le fait de partir du fruit des recherches
de les mettre en application pour les faire vivre sur le terrain dans le cadre des établissements qui accueillent des personnes en situation de fragilité. Parce que le titre de l'échange, c'est gastronomie pour public fragile. Il y a deux mots qui sont déjà peut-être à définir. Qu'est-ce que la gastronomie? Dès lors qu'on l'aborde, bien entendu, dans le cadre de ce type d'activité, puisque gastronomie peut avoir une connotation, on va dire, plutôt qualité de produit, grand chef de cuisine, etc., etc. On voit que d'ailleurs que la tentation de mettre des chefs de cuisine des étoiles un petit peu partout dans la gériatrie ou dans le secteur la restauration des personnes fragiles est présent. Est-ce que c'est la bonne solution? Je ne sais pas. Et puis, je vous évoquais aussi le fait le terme de fragilité. Parce que fragilité, bien entendu, on pense tout de suite aux questions, on parle d'EHPAD, de personnes âgées, mais les personnes âgées ne sont pas qu'en EHPAD, on les retrouve, c'est plus de 50-60% de la population accueillie dans les établissements de santé, les établissements sanitaires qui sont porteurs d'activités gériatriques, qui gèrent des EHPAD, plus ou moins heureusement. Et puis, ensuite, on a un grand secteur dont on sait très peu, mais qui concerne plusieurs centaines de milliers de personnes en France, qui sont fortement touchées par les problèmes de nutrition, c'est le handicap, la déficience intellectuelle, le handicap moteur. Donc, on voit que la fragilité, elle touche beaucoup de monde et que tout ce monde, quelle que soit sa fragilité, se retrouve, souvent mal pris en charge en termes alimentaires. Et pourquoi? Et je vais finir là-dessus, c'est que les organisations ont pris le pas sur la réponse que l'on doit apporter à l'individu. Donc, on a une gestion collective des organisations et des convives, alors que les fragilités nécessiteraient plutôt de casser tous ces référentiels qui standardisent pour aller vers une prise en charge, entre guillemets, la plus individuelle possible. Il faut déstandardiser l'offre alimentaire. Bien entendu, et ça, c'est le job de ceci, c'est d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut être dans le juste équilibre de la déstandardisation et d'organisation de production et de distribution de repas qui soit jouable pour les équipes. Avec des enjeux économiques derrière et mélangés aux enjeux sociétaux et des enjeux de santé publique. Ça y est, mon truc est revenu. Oui, tout à fait. Alors ça tombe bien, Monique, ça tombe bien. Nous allons pouvoir revenir tout de suite vers vous, car c'est de ma faute. J'avais oublié de commencer par le tour de table. Voilà, exactement. Donc c'est l'occasion, avant de re-rentrer dans le vif du sujet qu'on a déjà commencé à aborder, de pouvoir effectivement nous présenter un peu plus votre carrière, votre jeune carrière. Oui, enfin bon. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Parce que Jean-Pierre Corbeau a dit la réalité, c'était déjà il y a très longtemps, j'ai essayé de faire, on a fait un bouquin qui était la nutrition de la personne âgée, les aspects fondamentaux cliniques et sociaux, et c'était Berger-Levrault, c'était dans le cadre de la on a fait une formation médicale dans le cadre du Club francophone gériatrie et nutrition. C'était avant que je contacte Philippe Corbeau, Jean-Pierre Corbeau, qui a eu la gentillesse d'intervenir pour les 3 bouquins qui ont suivi, qui s'appellent Nutrition de la personne âgée. Alors là, on a Nutrition de la personne âgée, le premier bouquin qu'on a fait, ça n'a pas changé depuis. C'est-à-dire que la science n'a pas évolué. Mais non, ça reste l'espace de liberté du résident, quel qu'il soit. Ça reste un espace de liberté. Et c'est l'élément essentiel du repas. Et la qualité du repas va dépendre de cet environnement qui est plus ou moins bien toléré par le résident. Mais ce que je voulais souligner surtout, c'est qu'on a tenté de faire, nous, déjà de la formation médicale continue pour des gens qui étaient à domicile. Et ça, je pense que c'est très important parce que le domicile, il y a 94% des gens qui veulent rester chez eux. Et ils veulent rester le plus longtemps possible à domicile. Ils veulent rester le plus longtemps possible à domicile parce qu'ils estiment qu'on se retrouve avec des gens qui ont ils n'ont pas les mêmes goûts qu'eux. Ils n'ont pas tout à fait la même chose qu'eux. Il faut tenir compte de la physiologie, de la psychologie et de la culture parce que ça reste vraiment quelque chose d'individuel. Et c'est l'espace de liberté qui reste même au sujet les plus dépendants qui soient.
Là, je ne vais pas faire le truc du goût parce que je pense que Jean-Pierre Corbeau sait aussi bien que moi. Il a participé à tous mes autres ouvrages et je suis tellement en dessous de tout que j'ai pas retrouvé. J'ai Alors, retrouvé que le dernier, Nutrition de la personne âgée. Alors, entre-temps, Thierry Constant est devenu professeur agrégé. Et Jean-Pierre Corbeau a fait un chapitre qui s'appelle Les préférences et les symboles alimentaires chez le sujet âgé. alors, Donc, ça n'a pas changé depuis. C'est-à-dire que le plaisir est le centre de tout. Les symboles alimentaires sont les phénomènes essentiels pour comprendre la représentation symbolique des aliments. Et l'effet de cohorte ou d'effet d'âge, c'est ça sur lequel je voudrais vraiment alors justement, on insister. va revenir sur tout ça. On va revenir sur tout ça, et parce qu'il y a plusieurs sujets qui se télescopent. On a Parce parlé des que, EHPAD, on a parlé des EHPAD, on a parlé des hôpitaux. D'ailleurs, il faudra revenir sur la dichotomie. Est-ce que c'est vraiment la même problématique qui se pose en voilà, hôpital ou en parce qu'on ne reste EHPAD? pas Et non puis, plus vous avez mentionné effectivement le l'importance du domicile. domicile. Et de se Voilà, dire, est-ce que c'est l'avenir? Alors ça d'ailleurs, je Eric, ne vous sais pourrez pas. peut-être rebondir sur cette question. Je sais que vous travaillez sur les deux sujets, aussi bien justement sur la préparation de repas à domicile ou en institution. Finalement, si on voulait, est-ce que la tendance, ça serait vraiment de laisser tout le monde chez soi? Est-ce que c'est ça un peu l'idéal qu'on vise en Mais non, disant... l'idéal, c'est de laisser Ouais. chez eux les gens qui sont compétents. Parce que 94% des gens qui ont leur tête veulent vieillir à domicile et ceux qui n'ont pas leur tête veulent des centres qui soient spécialisés pour eux. Et ils veulent, enfin, moi, je sais que le guide nutrition que j'ai fait à l'époque, parce que j'ai fait partie du programme national de santé, parce que j'ai fait aussi suivi MAC, j'ai fait des tas de choses. Et je renie rien de ce que j'ai écrit à l'époque. Manger et bouger font partie des plaisirs de la vie et jouent un rôle très important sur votre santé. Et j'ai été très critiquée parce que j'avais mis à partir de 55 ans. Et Dieu sait que j'ai été critiquée, mais c'était parce que je tenais compte de la ménopause. Et il faut tenir compte du fait que les femmes qui sont ménopausées changent de préférence alimentaire, changent souvent. Et c'est des recommandations spécifiques qui concernent l'alimentation et l'activité physique et qui nous permettront de continuer à vivre en forme. Alors, j'ai fait le bouquin blanc, le bouquin Oui. vert, j'ai fait La santé bien intelligente. On donnera toutes les références. On donnera toutes les références pour que chacun puisse effectivement se plonger dans le sujet plus précisément. Donc, Eric, les verrous techniques, j'allais dire, j'imagine que ce n'est pas les mêmes enjeux de nourrir les gens chez eux que de les nourrir en institution. Donc, qu'est-ce que vous pourriez dire à ce sujet? Peut-être. Ce que l'on peut évoquer, c'est que le contexte n'est pas le même, bien entendu. Le résultat est souvent le même, par contre. C'est-à-dire que lorsqu'on évalue le gâchis alimentaire, c'est-à-dire la non-consommation des aliments qui ont été préparés par ceux qui fabriquent et qui distribuent les repas, ou qui les livrent dès lors qu'on est dans le portage à domicile, on se retrouve d'un côté en EHPAD ou en établissement sanitaire avec des poubelles qui sont remplies de nourriture non consommée, et on se retrouve avec des frigos, avec des produits en DLC dépassés ou des produits qui n'ont pas été consommés chez la personne à domicile. Ça, c'est peut-être le premier point. Deuxième point, on est en train de vivre une évolution forte de la société. Comme le dit Monique, la majorité des personnes veulent finir leur vie chez elles. C'est tout à fait naturel. Le format EHPAD aujourd'hui est fortement discuté. Beaucoup d'expériences d'EHPAD à domicile, de maintien à domicile sont en train de naître, plus que de naître, elles sont testées, et je pense qu'une fois que le format aura été consolidé, on va aller vers une accélération de ce dispositif, et que la personne, l'alimentation reste un point central de l'être humain à domicile ou en institution. Et on sait que pour que les personnes restent à domicile le plus longtemps possible, il y a 3 éléments essentiels. Petit 1, c'est l'adaptation du logement. Petit 2, c'est l'accès aux soins. Et petit 3, c'est une alimentation adaptée. Donc, le challenge du portage à domicile est entier. Et je pense, ce qui nous réunit sur le projet dans lequel nous travaillons ensemble, Christophe, qui s'appelle Silver Brain Food, travaille justement sur le fait de voir comment est-ce que l'on peut
permettre à la personne qui souhaite déléguer sa restauration à un prestataire qui la livre, quels sont les préalables, les prérequis pour que cette personne trouve dans son environnement, ou chez elle, ou dans son quartier, au bas de sa rue, l'alimentation qui lui sera nécessaire. Il faut que, en fin de compte, on éclate la prise en charge de la personne en EHPAD, l'EHPAD deviennent le quartier en quelque sorte, et la restauration va devoir s'adapter à tout ça. Et ça, c'est le challenge des années à venir. Voilà. Merci Eric, parce que pour ça, je suis d'accord avec vous, parce que je pense que plus on a les gens sont de plus en plus tard en établissement, et on a de plus en plus de malades dépendants. Et on a, si on en croit les millions d'articles et des livres qui s'abattent sur nous, et nous savons ce qu'il faut manger depuis longtemps. Les sociétés occidentales ont réglé le problème du prochain repas, y compris en transcendant l'origine du manque de pain quotidien pour les plus défavorisés d'hier et celle du manque d'argent pour les laissés pour compte d'aujourd'hui. Hein, bon, on n'a pas tant de gaspillage si on prend la peine de demander aux gens ce qu'ils veulent. Alors après, dans cette dichotomie entre portage à domicile ou en institution, Jean-Pierre, vous avez mentionné à juste titre l'importance de l'environnement social et convivial de la table. Du coup, on imagine bien qu'effectivement, manger avec les gens avec qui on n'a pas envie de manger est un problème. Manger tout seul peut être un autre problème. Tout à fait. C'est quoi le bon équilibre et c'est quoi les solutions Moi, je dirais... Moi, je rajouterais presque un petit 4 à ce qui a été dit tout à l'heure. Hein. Le quatrième, c'est quand même de maintenir d'une façon ou d'une autre le lien social autour d'un partage alimentaire, quelle que soit la forme du partage alimentaire. Alors, que ce soit en EHPAD, on n'a pas beaucoup de temps, on ne va pas donner beaucoup d'illustrations, mais je veux dire, soit en EHPAD, soit à domicile, il y a des expériences qui ont été faites et qui continuent d'être faites, auxquelles j'ai eu de temps à autre la chance de participer, qui doivent, je dirais, introduire la notion de ludicité. C'est-à-dire qu'il faut que les gens, que ce soit amusant. Et ce n'est pas parce qu'on n'est pas en très bon état, etc., qu'il n'y a pas beaucoup d'humour, des trucs comme ça. C'est-à-dire que quelque part, les aidants, quel que soit leur statut, et donc particulièrement dans le cas d'un portage de repas à domicile, il faut qu'il y ait un échange, il faut qu'il y ait une sorte de complicité, de dimension ludique qui joue, que ce ne soit pas je sonne, je pose, oui, je pose le panier. Oui. Ça, c'est pire les choses. Je veux dire, on a eu des exemples de personnes qui étaient décédées depuis 4-5 jours, c'est-à-dire qu'au bout de 4-5 jours, les gens qui portent disent c'est bizarre, ça n'a pas été pris. Ben, je veux dire que ça, là, c'est scandaleux. Ça veut dire aussi, bon, tu te souviens, je ne sais pas, Monique, on m'adresse parce qu'on était dans le club de francophonie, de gériatrie francophone il y a quelques années. C'était Rapin, il s'appelait, non, le Suisse, qui malheureusement est décédé. Rapin qui disait on va faire le club des anti-splatch, parce qu'il y avait le splatch. Le splatch c'était toute cette bouffe qu'on met qui est dégoûtante. Et ça, c'était absolument inadmissible. Bon. Donc tout ça, ça veut dire que quelque part, il faut... L'alimentation est un soin, mais le soin commence par l'attention aux autres. Qu'est-ce qui vous fait plaisir, etc. Et la surveillance, bien sûr, une surveillance bénévole. C'est-à-dire qu'il faut, si c'est des aidants à domicile, bon, là on quitte l'univers de l'EHPAD, il faut quand même, mine de rien, Rapin le disait, il faut d'abord aller regarder dans le frigo ce qui reste. Et s'il y a beaucoup de reste dans le frigo, on s'interroge. Hein, merci Jean-Pierre. Bon. Alors sur le gaspillage, juste encore une seconde, sur le gaspillage, je me souviens qu'il y a quelques années, on avait fait, et c'est encore vrai, j'ai eu l'expérience il y a 3-4 ans, on avait fait une animation à un endroit où il s'agissait, c'est le problème des textures, hein, sur lesquelles on reviendra sans doute, mais tout à fait d'accord avec M. Comines, c'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas rester à la notion de grammage, parce qu'il faut mieux qu'il y ait moins de grammes d'un avocat qui est mûr et qui va pouvoir être mangé avec les dents ou les non-dents dont on dispose, plutôt que de dire, voilà, il y a 50 grammes d'avocat, c'est comme ça, c'est-à-dire que même moi maintenant ça commence, mais même ma fille ou mon petit-fils pourrait pas le manger. Je veux dire, et après on dit, ah, ça part à la poubelle, ben oui, et la viande, pareil. La viande, ça doit être tendre. Et c'est de la viande tendre, c'est pas forcément du beefsteak haché qui va provoquer des méfiances. On y viendra tout à l'heure sans doute. Des méfiances par rapport à les choses. La viande, c'est pas de la viande hachée, c'est de la viande. Mais c'est de la viande qui doit être mangeable.
Alors la texture semble effectivement un élément clé dans cette offre alimentaire. On a dit qu'on a affaire à un public qui a souvent une perte d'appétit. On a affaire à un public qui a souvent des troubles du goût, soit dû à l'âge effectivement, ou dû à la médicalisation à laquelle ils sont soumis. Et puis donc ce problème, la mastication, qui est un problème qui peut entraîner l'hydratation aussi. L'hydratation, de mastication, qui peut effectivement... J'ai fait le chapitre sur l'hydratation. Je pense qu'il faut, et Jean-Pierre a raison de dire qu'il faut hydrater les gens, et il a raison de dire qu'il faut, enfin, si les gens peuvent choisir, il n'y a pas de gaspillage, on en a moins. Et les gens, et c'est leur espace de liberté, il reste que celui-là. Et les spectres de la famine s'est éloigné, ça laisse le mangeur non plus gérer la pénurie, mais la profusion. Et alors, on a des gens qui s'occupent du domicile et qui s'occupent des aides, qui sont des gens nouveaux. Alors, ils ont leur propre tolérance, ils ont leurs propres assimilations, ils ont leur propre... Et c'est pas ça du tout ce que veulent les gens âgés. Ils veulent pas du tout ça. Ils veulent pas qu'on leur donne... Par exemple, j'ai fait partie comme Jean-Pierre, on a fait partie des X fois de GRMC, de RLC, Voilà, tous les sigles. Et en particulier, ce que ne veulent pas les gens, c'est qu'on leur donne du tout prêt. Parce qu'ils ont pas envie de manger. Alors, ils n'ont pas envie de manger ce que leur donne l'aide-soignante qui vient et qui est par exemple, qui leur fait les plats épicés de chez elle. Et ils n'ont pas non plus... Bon, lorsqu'on sent le goût d'un aliment, c'est bien. Mais quand on ne sent pas le goût, eh ben, on a une baisse d'appétit. Et ça, c'est pas discutable, c'est nécessaire pour les gens. Ils ont besoin d'être orientés, d'être adaptés. Parce que quand on les retrouve, que ce soit la nutrition, bon, moi je fais partie bénévolement d'une nutrition, et Thierry Marx a dit quelque chose qui était très très positif. Il a dit, la nutrition, ça s'adresse aux gens qui sont vivants. Je ne sais plus cette définition. Oui, par je l'ai noté définition, quelque part. Hein, je l'ai noté quelque part, sa définition. Mais bon, c'est des gens qui sont vivants. Ils ont des envies, ils ont des besoins. Et on doit réadapter. La société occidentale doit s'adapter avec les besoins des gens. Alors, les besoins des gens ne sont pas du tout les mêmes aujourd'hui qu'hier. Répondre aux besoins, Eric, c'est aussi ce que vous faites au quotidien. Du coup, on s'y prend comment, justement, quand on a affaire à un public qui peut être assez diversifié? J'imagine que dans un EHPAD, on a forcément toutes sortes de typologies de consommateurs et de mangeurs. Comment techniquement, quelles sont les solutions qu'on peut mettre en œuvre pour essayer de répondre au mieux à chacun? Alors, c'est une très bonne question, mais juste avant de vous apporter une réponse à ce niveau-là, et il y a une réponse très précise qui est issue du programme de recherche Renaissance et qui est très claire. Alors, juste vous avez ouvert la parenthèse des textures modifiées. Oui. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en EHPAD, une des causes majeures de recours à des produits à texture modifiée, c'est que les personnes âgées ne sont plus équipées correctement de dispositifs bucco-dentaires, d'appareils, simplement de dents. On peut utiliser tout ça. C'est énorme. Aujourd'hui, ça atteint des taux colossaux. Et puis, deuxième élément, les gens ne peuvent pas mastiquer parce qu'ils n'ont plus les dents, parce que l'appareil n'est plus à la taille, parce qu'ils ont maigri, etc. Et puis, vous avez aussi des troubles de la vision, de la basse vision, qui sont extrêmement présents. Donc, les gens, pour un tiers d'entre eux, ne voient pas ce qu'ils mangent. Donc, comment est-ce que vous pouvez appréhender votre alimentation quand vous ne la voyez pas et lorsque vous n'avez pas les capacités techniques, mécaniques, de pouvoir assimiler mâcher votre aliment? Ça, c'était juste cette petite parenthèse. Alors, sur les différents profils, alors, ce que l'on a identifié pendant un travail de 5 ans avec le CHU Dijon. Renaissance, il faut savoir, Eric, que Renaissance, je connais bien Renaissance, puisque je suis à l'origine de Renaissance.
Et Claire Sulmon-Rosé a montré à l'époque la part, pour les gens qui étaient dépendants, complètement dépendants, la part de ce qui était, ce qu'ils voulaient avoir. Et on pouvait avoir des soins bucco-dentaires, on peut les avoir maintenant. On peut avoir des soins bucco-dentaires, on peut les avoir. C'est une question de volonté, de publication, de volonté. On a un problème économique pour les personnes. J'étais dans des établissements sanitaires en EHPAD il n'y a pas très très longtemps. Dans le sanitaire, on est avec les personnes qui ont les ressources les plus faibles et donc ils finissent souvent en établissement public. Et là, on a des personnes qui n'ont pas eu, ou qui n'ont plus les moyens de pouvoir se faire un appareil dentaire. Alors, juste concernant Renaissance, ce qui s'est, et je rejoins ce que disait Jean-Pierre, c'est-à-dire que globalement, les personnes, on parlait de l'avocat tout à l'heure, le choix de l'avocat qui doit détenir, etc. Il est clair qu'on a des personnes qui ont déjà, de par le fait qu'ils soient en établissement gériatrique, ont une difficulté par rapport à leur alimentation. Donc ça veut dire qu'on va aller chercher une adaptation et un choix des aliments qui correspond petit 1 à leur culture, à leurs rituels, à leurs habitudes alimentaires, les habitudes qu'ils avaient avant de rentrer dans l'institution. Ensuite, on va tenir compte du fait que tout au long de leur parcours, qui va être un parcours de dégradation avec la spirale qu'a si bien illustré Monique depuis des années, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on rentre à un certain niveau, on est ce qu'on va appeler un mangeur normal. Mangeur normal, c'est-à-dire que globalement, je vais être en dessous du référentiel GMRCN, parce que le référentiel GMRCN, si on veut un petit peu l'écorcher, quand on regarde le référentiel pour une personne âgée en institution, on est complètement à côté de la plaque. On prévoit 600 grammes de nourriture pour des personnes qui peuvent en avaler. Je peux parler? Oui, tout le monde peut parler. Je peux parler? Tout le monde. Pour dire que tout ça, c'est entièrement... On a des formules qui sont... On a surestimé les besoins. Oui. Et on a surestimé le tableau parce qu'on a mis que des gens qui étaient justement en EHPAD. Et les travaux scientifiques ont eu lieu en EHPAD et sur des malades hospitalisés. Et ça permet de garder le goût quand on a des choses qui sont des choses mangeables. Et on a le principe d'incorporation, je ne vais pas revenir dessus, on a le goût du gras qui vient d'être découvert. Et on a qu'avec l'ANSES, on a été obligé de refaire tout. Les longévités, on a refait les acides gras, on a refait tout au niveau de l'ANSES. On peut rester gastronome si on est différent, parce qu'on n'a pas que les gens âgés en institution. Ceux qui sont âgés, ils rentrent le plus tard possible en institution et ils sont vraiment les gens qui ont besoin d'être aidés. Et parce que c'est garder le goût, c'est être gastronome quand on est dépendant. On peut être gastronome même si on est dépendant. Et on mange avec envie, c'est envie de vivre. Et c'est l'envie de vivre, même chez les gens qui ont envie de vivre, la spirale de la dénutrition, on ne peut pas refaire des bourgeons du goût qui soient valables, puisque par définition, on refait des mauvais bourgeons. Tous les 10 ans, en moyenne, je veux dire 10 jours, c'était la moyenne de durée des bourgeons du goût. Les bourgeons du goût ils font le travail chimique face aux molécules des aliments. Mais surtout, ce sont les cellules aseptiques spécialisées qui ont une durée de vie moyenne de 10 jours. Donc, quand on a un mauvais goût, quand on est dénutri, on a un mauvais remplacement des cellules du goût. On a un mauvais goût. Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Et qu'est-ce qu'on fait face à ça ? Comment est-ce que, en institution, justement, ça veut dire aller auprès de chaque personne, recueillir les ressentis, adapter les assaisonnements. Techniquement, on fait quoi, Jean-Pierre, peut-être ?
J'ai pas de choses magiques, hein. Sachant qu'il faut quand même le dire, parce que je pense que ce sera dans les questions, mais l'alimentation, parce qu'il ne faut pas être focus quand même non plus aussi, l'alimentation à l'hôpital et dans les EHPAD, c'est quand même la pierre d'ajustement, c'est-à-dire que ce n'est pas le budget où on va mettre le plus. Bon, hein. Donc, on part avec un handicap, parce que si on faisait d'autres choix en disant l'alimentation est prioritaire, et si on fait de l'animation autour de l'alimentation, on s'aperçoit bien qu'on peut, à la fois en milieu hospitalier, à travers des ateliers pour ceux qui peuvent s'y rendre, etc., mais alors de façon très facile en EHPAD, et particulièrement en EHPAD, avec des gens qui sont atteints d'Alzheimer ou autres, les ateliers de cuisine, où on va faire des concours. Les familles peuvent être aidées ou les personnels, ça on apporte des gâteaux. Moi j'ai fait des expériences là-dessus, c'était extraordinaire, où on apporte des gâteaux et les gens disent ceux qu'ils préfèrent. Et je me souviens avec une certaine émotion d'une femme qui n'avait pas parlé depuis 2 ans dans l'institution. On avait fait un concours de gâteaux au chocolat et d'un seul coup cette femme a pris la parole en disant « ça me rappelle le gâteau de ma mère ». Et donc, elle était en Alzheimer. Et quelque part, si vous voulez, des paroles, on n'aime pas. Il y en a qui aimaient ce gâteau-là, d'autres ne l'aimaient pas, etc. Mais d'un seul coup, on accepte l'autre et on va créer toute une animation. Et le goût est mobilisé. Bon, ayons une pensée émue pour Puisé, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Mais Puisé était, et je suis dans cet héritage-là, faisons avec 2 dimensions ludiques, sans se prendre au sérieux. Il faut qu'on apprenne sans arrêt à déguster et à dire j'aime, j'aime pas pour telle raison, etc. Et pour le coup, on retrouve ce que dit Monique, c'est-à-dire que vos bourgeons, vous allez les entretenir. Vous ne mangez pas comme l'autre, mais vous allez en même temps avoir un lien social, puisqu'il y a toute cette dimension ludique qui me paraît essentielle dans une institution qui quand même est forcément un peu répressive. Eh bien, justement, vous avez un espace où vous pouvez choisir, vous pouvez discuter, vous pouvez verbaliser et vous pouvez avoir des émotions. Je ne suis pas sûr que ce soit les mêmes que celui de mon voisin, mais j'ai des émotions et ça fait du bien. C'est du plaisir. Ça se fait de plus en plus ou de manière totalement anecdotique ou... Alors, il y a des vies, je dirais méchamment, et sans citer aucune chaîne, il y a des vitrines. Ouais. Il y a des vitrines. Alors, on les voit, elles sont surexposées, c'est toujours les mêmes. Et puis, à côté des vitrines, on est dans un clair-obscur. Hein. Mais souvent, c'est des aides des familles de soignants. Ça. Je veux dire qu'il y a un vrai projet éducatif. Comme bon, dans ma présentation, j'ai eu la chance, je suis personnel qualifié, enfin membre qualifié au Conseil national de l'alimentation, et on vient de rendre un avis il n'y a pas très longtemps sur une alimentation, sur l'éducation, l'importance de l'éducation alimentaire, où justement on disait à tous les âges de la vie. Et là encore, il y a une logique d'éducation, de reconnaissance, de renforcement des identités qui perdurent, qui peut se faire à travers justement toutes ces politiques de communication, voire de communion, autour d'un partage alimentaire, quelle que soit la forme. Je pense que Eric sera d'accord avec moi, c'est-à-dire que tout le monde peut se mettre à manger avec les doigts, mais si ceux qui ne peuvent plus que manger avec les doigts sont stigmatisés, et si tout le monde se met à manger avec les doigts, c'est comme quand vous êtes en chimio dans une classe et qu'il y en a un qui n'a plus de cheveux, et tout le monde se rase, et c'est sympa. Ouais. Bon, voilà. Et donc ça aussi, c'est le genre de choses qu'il faut généraliser, qu'il faut faire connaître, faire savoir. À mon avis, la gastronomie pour personnes fragiles passe par sensibiliser les publics d'aidants, les personnes. On peut faire des choses qui sont très intéressantes, très amusantes et qui enrichissent du point de vue personnel, parce que ça peut être des grandes joies de voir des gens qu'on ne connaissait pas forcément, mais qui d'un seul coup vont retrouver des émotions et pouvoir... je dirais, se remettre à manger, parce qu'il y a aussi, effectivement, un enjeu de dénutrition qui est derrière, qui est un véritable enjeu médical. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Mais du coup, quand on entend les mots partage, transmission, on a aussi envie de se dire, est-ce que ça ne voudrait
pas dire décloisonner aussi ces environnements, décloisonner, ouvrir vers l'extérieur les EHPAD. J'imagine que des repas partagés en famille, combien même en restant dans ce contexte médicalisé et surveillé, ça doit sans doute aider. Ou ce concours de gâteaux, j'imagine que si les enfants ou les petits-enfants viennent participer, ça remet sans doute un peu de... Oui, tout à fait. Mais ça reste la famille. Alors, enfin, ça marche, c'est mieux que la personne solitaire. Bon, je veux dire que la Covid va sans doute perturber encore sérieusement. Mais au-delà de ce que nous pouvons traverser à l'heure actuelle, il y a... alors c'est juste une recette, entre guillemets. Plutôt que ce soit les enfants, c'est mieux si c'est une classe qui vient... et plutôt que la classe... et on voit que c'est encore un problème de coût. Plutôt que la classe vienne dans l'EHPAD dire bonjour à la grand-mère, enfin aux grand-mères au pluriel, c'est mieux que les grand-mères prennent un petit bus pour aller dans la cantine. Alors là, ça change tout. Je veux dire que l'intergénérationnel, ça fonctionne mieux quand on échappe encore une fois, mais c'est pas le même coût budgétaire. Il faut une organisation, c'est pas la même logistique, il faut du personnel, etc. Mais c'est 100 fois plus rentable. Éric, l'ouverture des EHPAD vers l'extérieur, c'est quelque chose sur lequel vous travaillez aussi ou... Oui, moi je veux revenir aux fondamentaux, puisque vous avez, c'est une pratique sociale coutumière qui sert à se retrouver pour certaines festivités. Les mariages, les enterrements, les naissances, etc. Et le fait d'être ensemble, je suis d'accord avec Jean-Pierre Corbeau, c'est ensemble qui est important. Parce que quand les gens se retrouvent tout seuls, on a évalué l'état nutritionnel des personnes âgées, on a écrit un article qui s'appelle Solinut, et qui veut, justement parce que les gens n'avaient pas mangé avec quelqu'un depuis 23% des gens, ils étaient chez eux, 23% des gens n'avaient pas mangé avec quelqu'un depuis 1 an. Et ça, c'est grave, c'est important de dire que c'est ensemble et que la synthèse de tout se fait dans l'assiette. Parce que la pratique sociale, c'est important pour les gens âgés. Et eux, ils ont des amis, ils ont des avatars, on leur donne le choix d'avoir une dépendance qui sera celle des nouveaux arrivants. Mais ce n'est pas le cas. Ils veulent avoir... Bon, ce que dit Jean-Pierre, c'est vrai. Et le CNA, on a fait X publications pour le CNA et ça n'a jamais été écouté. Conseil national de l'alimentation, oui. Pareil, c'est le Centre national de l'alimentation. Ça n'a jamais été écouté non plus. Et le GRMC n'a jamais été fait pour avoir des données. Mais c'est ça qui s'est servi. Parce que maintenant, les appels d'offres se font à partir du GRMC. Mais moi, j'ai donné ma démission et celui qui était au ministère m'a dit « Mais vous ne pouvez pas, vous devez signer avant que je parte à la retraite parce que je vais partir à la retraite. » Est-ce que vous pourriez préciser quand même pour les gens qui nous écoutent, qui ne sont pas forcément au fait de tous ces acronymes et ces détails, le GEMRCN là, dont on parle depuis le début, en quoi ça consiste exactement? C'est ce qui se passe, c'est l'appel d'offres qui est fait pour les structures, quelles qu'elles soient. Et le GRMC, c'est quelque chose qui est pas du tout, il n'a pas d'aplomb du tout, et Éric Comelin l'a bien dit, il n'est pas d'aplomb, et pour cause, parce qu'il était prévu pour compenser un repas qui n'était pas suffisamment pris. Donc, il y a des cas où on a des menus qui sont surestimés. Et on a des menus qui sont sous-estimés. Donc ça fournit un cadre général, ça fournit un cadre extrêmement chiffré et mathématisé de l'alimentation qui n'est pas forcément adapté. Ok. Éric, du coup, oui, vas-y, allez-y. Oui. Si je peux de compléter ce que dit Monique, et je suis très content de l'entendre parce que c'est vrai que GMRCN n'a jamais été imaginé à l'origine pour être pris stricto sensus pour pouvoir structurer des marchés alimentaires. EC6 accompagne à peu près une consultation sur 2 des établissements de type association, fondation en France sur des groupes gériatriques ou des groupes de handicap. Il faut savoir que nous avons pris le parti et nous avons été très entendus et voire même très appréciés à ce titre-là par nos clients sur le fait que nous interdisons de faire allusion dans le cadre d'un marché public
sur de la restauration gériatrique ou du handicap au GMRCN. La première chose que l'on doit faire, il n'y a pas mieux, une structure doit commencer par concevoir son propre référentiel. C'est-à-dire qu'elle a une obligation de prise en charge de la personne. Prise en charge, c'est le plaisir de manger, c'est la gastronomie, c'est le social, etc. Et aussi d'avoir une offre alimentaire, des choix de produits, des grammages, des textures, des enrichissements qui correspondent aux fragilités de ses consommateurs. Et on peut dire que chaque entité a des particularités qui lui sont propres. Donc, standardiser et utiliser un passe-partout qu'est le GMRCN qui n'a pas prévu le cours, ça n'a aucun sens. Donc aujourd'hui, on s'affranchit fortement du GMRCN qui est un outil normalisateur et toute normalisation n'est jamais très bonne pour l'individu. Alors, je vois que ça rue dans les brancards, là, donc on veut laisser tomber la standardisation, on veut laisser tomber la normalisation, mais du coup on revient à ce dont on parlait tout à l'heure. Alors ce qu'il nous faut, c'est une offre personnalisée, mais comment, c'est toujours pareil, on s'y prend comment? Une offre personnalisée, c'est pas la même logistique, c'est pas les mêmes moyens, c'est pas les mêmes moyens humains, ni financiers, ni quoi. Comment on peut, évidemment qu'on n'arrivera pas à une offre strictement personnalisée, mais quelle est l'étape intermédiaire vers laquelle on pourrait raisonnablement, pragmatiquement tenter de tendre? C'est quoi les leviers pour aller justement vers une offre plus diversifiée finalement? Je vais te donner la solution, elle est relativement simple, c'est le prix de Renaissance. Renaissance s'est terminé il y a 3 ans maintenant, depuis on le fait vivre au quotidien au niveau des solutions, c'est très simple, on raisonne en profil de mangeur. C'est-à-dire qu'on n'a pas une personne unique et standard dans un établissement, on a des personnes qui ont des capacités d'ingestion alimentaire. Alors le mot ingestion est très moche, c'est très clair et très déshumanisant, mais en fin de compte, il indique les volumes alimentaires que la personne va pouvoir manger. Je dis pouvoir, parce qu'en vieillissant, on a des habitudes, on a une capacité masticatoire, on a une énergie à déployer pour l'acte alimentaire qui va se dégradant. Et ce qui fait que si jamais on ne tient pas compte du fait qu'un normomangeur va devenir un petit mangeur, puis un jour va devenir un très petit mangeur, un grignoteur, et que l'on n'adapte pas le volume alimentaire aux personnes, je parle de volume, mais il va falloir compenser ce déficit de volume alimentaire, puisqu'on va le diminuer, plutôt qu'il parte à la poubelle, on va venir enrichir l'alimentation. C'est-à-dire qu'on va automatiquement densifier en termes culinaires. Je parle bien culinaire, pas avec des poudres de perlimpinpin, mais en termes culinaires, on va venir rajouter des macronutriments et des micronutriments qui manquent. Et ça fonctionne. Ça fonctionne et c'est un véritable outil qui mécaniquement permet de réduire par plus de 2 le gâchis alimentaire. On arrive à atteindre des objectifs qui sont donnés par les pouvoirs publics. Souvenez-vous qu'on a une loi quinquennale qui a été donnée par les pouvoirs publics, et la France est un des seuls pays à le faire, à un engagement sur la réduction du gâchis. Et avec le travail avec les profils de mangeurs, c'est jouable pour les cuisiniers et c'est entendable pour les organisations. Ah ben voilà, ça me va très bien. Ça. Éric, bravo. Merci. Merci Monique, ça me fait plaisir. Bon. Juste pour terminer, on va prendre, enfin pour pas terminer, non pas la table ronde, mais pour terminer notre discussion avant de prendre les questions, je voulais revenir, on s'est interrompu sur la thématique un peu de l'avenir, entre guillemets, de cette histoire qu'on a déjà abordée en filigrane, d'ouverture vers l'extérieur des EHPAD, de nouveaux modèles à envisager, de schémas qui cassent sans doute un peu les codes. C'est quoi les tendances, les réflexions qui sont menées actuellement pour décloisonner ces milieux-là? Alors, si je peux me permettre d'intervenir, c'est un thème sur lequel nous travaillons fortement et on a approché avec d'autres partenaires la BPI sur le fait d'explorer ce point-là. C'est-à-dire que pour le volet alimentaire, bien entendu, je n'ai aucune compétence dans les aspects soins, dans les aspects infrastructure, logement, mais sur l'aspect repas, comment est-ce que je peux arriver à répondre aux besoins de la personne qui va rester chez elle, comment est-ce que je peux répondre à ces besoins, je dirais, essentiels de la liberté alimentaire. Parce que la liberté alimentaire, c'est quoi? C'est trois actes de liberté. C'est petit 1, je choisis mon produit. Choisir mon produit, c'est pas choisir sur la carte de remplacement à l'hôpital ce que je vais prendre, si je vais prendre un steak haché infâme ou un filet de poisson pas bon. C'est pas ça le choix. Le choix, c'est je descends de chez moi, je vais au marché
Il y a des pommes, il y a des poires, il y a des courgettes, j'achète ce que j'ai envie de manger. C'est un acte souvent compulsif, j'ai une envie, il y a un plaisir qui se dessine, parce que deuxièmement, je peux ouvrir le deuxième moment de liberté qui est celui de cuisiner. Cuisiner, je cuisine, je me fais plaisir, que je sois un bon cuisinier ou un mauvais cuisinier, je partage ce moment avec des gens, avec mes enfants, mes petits-enfants, mes frères, mes sœurs, etc. Et puis le troisième élément de liberté, c'est de manger. Je mange avec qui je veux, quand je veux, où je veux. Et quand on regarde ce qui se passe en institution, je ne choisis pas mon produit. Je ne le cuisine pas. Et même pire, on m'interdit de rentrer dans les cuisines parce que HACCP oblige, c'est un fort top la cuisine. Ouais. D'ailleurs, les gens qui en sortent sont habillés en blanc, ils ont des charlottes, ils ont des masques. J'ai l'impression d'être dans une centrale nucléaire. J'ai désacralisé complètement ce qu'était la cuisine. La cuisine qui est un lieu de bien vivre. C'est après la chambre, c'est le lieu où on passe le plus de temps chez soi. Et là, quand on est en institution, on n'y passe jamais. Ouais. Et troisièmement, quand je mange à table avec des gens que je supporte pas, qui crient, etc. Il y a du bruit, on me pousse pour que je mange rapidement, etc. Donc c'est un lieu complètement déshumanisé. Donc il vaut mieux être chez soi. Alors pour être chez soi, comment est-ce que je peux faire? Et c'est ce qu'on va explorer pendant 5 ans, avec ton aide, Christophe, et d'autres partenaires, c'est de se dire, est-ce que je peux mettre en place un service de restauration au cœur d'un quartier qui soit accessible soit parce que le consommateur vient dans ce lieu, soit parce que les personnes, les professionnels vont chez les personnes, soit pour cuisiner, soit pour livrer des repas, soit pour échanger, partager autour de l'alimentation. C'est-à-dire qu'on arrête avec cette alimentation, cette restauration collective qui est un modèle économique. La nourriture est un modèle économique, l'achat alimentaire est un modèle économique. Or, je pense que l'aliment est quelque chose qui doit être replacé à son juste niveau. Nourrir, c'est un acte citoyen. Donc, on ne doit pas considérer l'acte alimentaire comme un modèle économique. Il faut remettre du cœur, il faut remettre de l'amour dans le fait de nourrir son prochain. Alors, c'est très philosophe pour un chef d'entreprise, mais moi, je défends fortement cette position. Mais on peut être chef d'entreprise et philosophe, hein, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Ça n'empêche pas, hein. Jean-Pierre, je vous vois acquiescer là, sur le remettre l'humain, remettre de l'amour dans l'alimentation. C'est des thèmes qui, j'imagine, qui me sont chers. On avait été précurseurs déjà, puisqu'on avait mis, l'EHPAD doit s'ouvrir vers l'extérieur. Ouais. Oui. Eh bien oui, l'acte alimentaire n'est pas uniquement biologique, l'acte alimentaire a un rôle social et l'alimentation est une source de plaisir. Et la maison de retraite doit utiliser l'alimentation pour accroître la qualité de vie des résidents âgés et non pas l'inverse. Oui. Alors, le repas, c'est un aliment de convivialité et d'ouverture sur l'extérieur. Voilà. Voilà, ça parlerait à Rabelais, ça aussi. Bon, c'est des choses qu'effectivement, on a dit il y a longtemps. Savarin qui affirmait que les nations se jugent à la façon dont elles mangent. La table a toujours contribué à renforcer les liens entre les individus, mais il faut choisir les individus avec lesquels on est. Et là, je rejoins Jean-Pierre Corbeau, parce que moi je vous raconte une anecdote, et ce sera l'anecdote qui sera la plus importante. J'avais une malade qui ne voulait pas manger. Elle ne voulait pas manger, elle était sur la pente descendante de la dénutrition. Le remplacement cellulaire ne se faisait pas, elle avait de mauvais goût, elle était en spirale de la dénutrition. On l'a amenée en hôpital de jour où je faisais manger les gens qui ne mangeaient pas dans les services. Et à l'hôpital de jour, à force de cuisiner des produits qui n'étaient pas bon, les œufs, on les servait en barquette, on les servait en... Enfin, ils ne ressemblaient plus à des œufs. J'ai envoyé une aide-soignante que j'ai nommée comme pour aller chercher les œufs au supermarché parce qu'ils étaient datés et ils étaient suivis, par exemple. Eh bien, on a réussi à faire que cette femme, quand j'ai vu ce qui se passait, j'avais supprimé parce que moi, les amas de fauteuil roulant qui attendent l'ouverture, je trouve ça épouvantable parce que j'ai vécu 7 ans en fauteuil roulant et enfin bref, je sais ce que c'est et je l'ai enlevé, le fauteuil roulant, j'ai enlevé les portes, j'ai enlevé tout et les gens sont assis, et ils sont assis à côté de qui ils veulent. Et il y avait une dame qui ne mangeait pas et le monsieur, il ne voulait pas cette dame à côté de lui, et il crachait dans le pot à eau. Alors, à force de cracher dans le pot, elle ne mangeait plus. Elle mangeait, voilà. Et il avait craché dans son pot à eau
jusqu'à lui rendre la vie impossible. Et elle a changé complètement. Elle a mangé quand on l'a changé d'endroit. Et ça, on vous impose les places, on vous impose les horaires, on vous impose tout. Donc il faut que ce soit une ouverture vers l'extérieur. Et Eric a raison avec ça. Oui. Jean-Pierre? Je voudrais juste deux réflexions. Alors, on va quitter l'univers de l'EHPAD pour aller vers l'hospitalier. Alors, en étant relativement bref, il y a une chose qu'on n'a pas évoquée, enfin on l'a évoquée mais sans la matérialiser. Je veux dire, c'est aussi l'un des problèmes de gestion de l'ensemble de l'hôpital. Bon. Quand vous avez des équipes de nettoyage qui arrivent, je dirais 5 minutes avant le chariot des repas, et que vous avez des odeurs de chlore, etc., même si vous n'avez plus beaucoup de sens, là, ça vous les coupe définitivement. C'est-à-dire qu'on voit bien comment, en réalité, il n'y a pas un désir vraiment, en termes de sociologie d'organisation, il n'y a pas un désir de dire, bon, il y a un temps pour faire, bien sûr, nettoyer, etc., et il y a un temps pour manger, avec un univers olfactif qui soit favorable, puisque justement on sait qu'il faut que les gens soient favorables. Ça c'est la dernière remarque, je dirais. Et l'autre remarque, qui est, je renverrai des travaux qui avaient été faits par Guy Grand d'abord en milieu hospitalier, qui a fait la première grande enquête, et puis Poulain a repris après à Toulouse, ils ont repris les choses. Poulain, oui, Jean-Pierre, oui. Et donc Jean-Pierre avait montré que dans l'hôpital, dans les hôpitaux de Toulouse, il y a 25% de nourriture qui circule, qui n'ont rien, qui ne viennent pas de la cuisine en tant que telle. Et que ça pose quand même un vrai problème que j'ai rencontré et pour lequel je conseillais aussi aux aides-soignants, c'est-à-dire qu'il faut laisser des personnes qui sont seules, grabataires, dans une chambre d'hôpital, vont cacher, je me souviens, et c'est aussi vrai dans les EHPAD, une tablette de chocolat, ils vont cacher des trucs, c'est-à-dire que quelque part, il y a les planques, c'est sous le matelas, ça, il y a bien sûr de l'alcool, il y a tout un tas de choses. Alors je ne dis pas qu'il faut que tout le monde boive de l'alcool dans l'hôpital, mais je veux dire que soyons tolérants sur ces aliments. Quand on fait les interviews de ces personnes, qu'on les met en confiance et qu'on fait les interviews, on s'aperçoit qu'ils disent, c'est des choses, ça vient de chez mon charcutier, ça vient de chez mon machin. C'est-à-dire que quelque part, le lien, l'itinéraire de l'aliment va le charger affectivement. C'est-à-dire que c'est le cadeau. Donc il y a quelqu'un à l'extérieur qui me fait un don. Et donc, quelque part, je suis valorisé par ce don. On ne m'a pas oublié. On m'a pas oublié. Et puis en même temps, on ne m'a pas infantilisé en m'interdisant. L'alimentation machinale est quelque chose qui relève de l'ayant droit, qui dévalorise, malheureusement, qui dévalorise l'aliment. Alors, si l'aliment est mauvais, en plus, il a des raisons de le dévaloriser, mais parfois, il peut être très bon. Oui. Voilà. Et puis, ça peut être bon pour le moral sans être bon d'un point de vue nutritionnel. On reviendra après, bien sûr, pour faire une conclusion un peu générale, mais avant, on va prendre des questions. Du coup, Kylian, on t'écoute. Oui, Christophe, on a beaucoup de questions sur beaucoup de sujets. Alors, allons-y. Première question d'Hélène Baumer, ancienne inspectrice de l'éducation nationale, qui veut souligner la notion d'une expérience d'une EHPAD qui recevait des classes primaires, donc un accueil intergénérationnel. Elle se demande quid de demain, sujet vis-à-vis du Covid, comment on pourra continuer de maintenir le lien social tel que cette expérience évoquée après le confinement. Est-ce que vous imaginez des solutions ? Les masques. Une fois que tout le monde sera vacciné. Je ne sais pas. Ouais. Je pense que c'est un peu l'inconnu pour tout le monde par rapport effectivement à la course-poursuite entre les variants et le vaccin, qui va décider de pas mal de choses. Je pense pas qu'on ait... moi, j'ai pas la réponse. Je manque de boule de cristal pour ça, mais c'est bien entendu une question que tout le monde se pose. Une autre question de Laurence de Bargenère qui évoque le fait de faire participer les publics fragiles à l'élaboration des repas. Est-ce que ça ne serait pas une solution si des gens n'ont pas assez à manger depuis 1 an, comme ça a été évoqué tout à l'heure lors du débat avec d'autres personnes, est-ce que ce n'est pas aussi parce que certains publics ne veulent pas aller manger avec d'autres ou sortir tout simplement pour voir d'autres publics? Alors la question qu'elle se pose, est-ce qu'il faut forcer les gens à vivre un moment de convivialité? Je peux répondre tout de suite. Oui. Là, on ne peut pas forcer les gens et on ne peut pas faire sortir les gens. Ils sont confinés. Ils sont le couvre-feu, ils sont confinés, Bon, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent?
Non, mais après, imaginons, dans le monde d'après qui va être merveilleux, où on va tous être déconfinés. Le monde d'après, j'y crois pas trop, parce que le virus va continuer à circuler. Hein. Oui, mais il faut y On a croire eu si on des veut être cas un petit peu de- optimiste. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on facilite ce partage? Effectivement, j'imagine qu'il y a pas mal de verrous qu'on a plus ou moins mentionnés, et qui sont des verrous qui peuvent être logistiques ou de moyens financiers, de se dire, ce décloisonnement, ça nécessite des énergies, ça nécessite du personnel, de l'accompagnement, des mises en œuvre. On va dire, il y a beaucoup de choses, effectivement. Moi, je dirais, on ne peut pas... Oui, tout... c'est rentable. C'est rentable. C'est le fait que, par exemple, le mixé, eh bien, je voudrais qu'on le donne que sur avis médical, le mixé, le vrai. Hein, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas supporter le mixé. Et ils ont raison. Parce que la dépendance, c'est le choix du meilleur. Et on ne met pas du mixé. On met du mixé, quand on a le choix, on peut avoir le choix entre deux aliments. Et s'ils sont mélangés, eh ben, ils ne sont pas bons. Oui, bien sûr. Et les gens savent ça. Ils savent que c'est ça. Et on leur dit, on leur met des noms savants pour leur dire on a des systèmes de restauration. Je ne dis pas ça pour Éric Comelin parce qu'il a... Bon, mais on a des restaurations qui sont des restaurations avec des noms qui sont vraiment flambant neufs et on se retrouve avec 3 grains de maïs dans l'assiette et les gens, le maïs, c'est pour les poules. Bon, ben, c'est bon. Oui. Et puis, vous n'y pourrez rien. Les gens âgés ont besoin de se sentir libres. Ils ont le choix de ne pas manger mixé. Ils ont le choix de se faire leur synthèse eux-mêmes. Et ils ont le choix. Et ce que disait Jean-Pierre Poulain, non, Jean-Pierre, c'est le confrère. Poulain, on travaille ensemble. Bon, et donc, ce qu'il disait était juste, et il vaut mieux manger un tout petit morceau d'un avocat mûr que de manger un avocat qui sera cru. Et c'est pour ça qu'on a mis dans le choix du meilleur dans les gens dépendants. Par exemple, on a demandé dans les maisons de retraite à ce qu'il y ait le choix simplement du fromage. Ou quand on leur met au milieu de la table des cornichons, des choses qui sont au choix, eh bien les gens, même s'ils ne peuvent pas manger un cornichon, manger un oignon, eh bien ils ont le choix. Oui, ça c'est un mot qui revient souvent, ça. Je crois que le choix, c'est une des charnières, une des marges de progrès après laquelle on court. Bon, faut pas pour rebondir sur la question initiale. Oui, quand même. On ne peut pas contraindre les gens. Oui. Par contre, dans certaines vitrines, je dis bien dans certaines vitrines, il y a des ateliers de cuisine. Un atelier de cuisine où il y a c'est l'horaire d'aller à la cuisine, etc. C'est pareil, c'est une contrainte. Oui. Par contre, on a fait l'expérience, si d'un seul coup vous arrivez, vous dites rien à personne et vous commencez à cuisiner, il y a des odeurs, il y a des trucs comme ça, puis vous laissez les gens venir. Et vous verrez qu'ils viendront. C'est-à-dire que c'est comme dans une cour de récréation, hein, les mômes, ils commencent à jouer, à faire la nourriture. Oui. Il y en a un qui fait tout seul et après les autres, ils arrivent. Bon, ben là, c'est pareil. Mais d'ailleurs, il faut créer une dynamique. Il n'y a pas de contrainte et il faut qu'il y ait une ambiance où on sent que ça rit, on décompresse, on ne se prend pas au sérieux. On n'est pas là pour faire de l'information nutritionnelle, on est là pour se faire plaisir et goûter. Mais que ça soit bon pour la nutrition, oui, mais il ne faut pas positionner ça comme si c'était uniquement par la fenêtre du médical. D'injonctions et de stratégies pour amener les gens à manger selon des normes dont on sait qu'en fin de vie, elles sont quand même un petit peu moins importantes. Oui, mais d'ailleurs, Eric, d'un point de vue technique, là, ça pourrait être envisageable, des cuisines ouvertes. Du coup, c'est la mode dans la restauration commerciale. Tous les restaurants veulent avoir leur cuisine ouverte. Donc, du coup, dans les EHPAD avec cuisine ouverte, c'est quelque chose qui se fait. C'est toute la question du poids de la réglementation, parce que la seule réglementation qui s'applique en restauration dans les établissements de santé, établissements médico-sociaux, c'est celui de la maîtrise sanitaire. C'est la seule contrôlée par les pouvoirs publics avec la direction départementale de la sécurité de la population. Alors, au jour d'aujourd'hui, parce qu'il y a longtemps eu, entre guillemets, on va dire,
comment dire, on avait déjà une chape de plomb avec avec la sécurité sanitaire, mais qui, à juste titre, hein, le premier but que l'on a dans un établissement, c'est de ne pas empoisonner ses clients. Oui, c'est pas de les nourrir, mais c'est de ne pas les empoisonner. Donc le résultat pouvant être le même, un peu plus rapide ou un peu moins rapide. Mais la question, parce que je pense qu'une des premières causes de mortalité avancée, c'est la dénutrition. Il ne faut pas se faire d'illusions. Hein. C'est la dénutrition. Oui, bah oui. Donc là, ce que l'on peut imaginer, il faut être imaginatif et intelligent. C'est-à-dire petit 1, c'est respecter la loi et que la loi, mais la respecter. L'œuf, pendant des années, tous les chefs de cuisine de France et de Navarre se disaient « j'ai pas le droit d'utiliser d'œuf coquille ». Rien n'interdit d'utiliser l'œuf coquille. Il faut remettre de l'œuf coquille. La protéine de référence, quasiment, on ne l'utilise pas. Le produit symbolique que tout le monde a connu dans son enfance, l'œuf à la coque, on ne le retrouve pas quand on est chez soi, etc. etc. Donc, utilisons les produits qu'on a le droit d'utiliser. Deuxième chose, rien n'empêche d'avoir un atelier qui soit entre guillemets sanctuarisé à certains moments de la journée, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire rentrer des personnes en production au moment où on est en train de faire des mixés, de trancher de la viande, des productions un petit peu complexes. Mais rien n'empêche l'après-midi, quand vous n'avez pas de production, de faire rentrer des personnes dans un atelier pour éplucher des pommes, pour participer au fait de foncer une tarte, de faire une tarte aux pommes, etc. Et puis rien ne les empêche non plus, dans la cour, dans la réserve qui est, enfin là, comment dire, dans le jardin qui est à côté, d'avoir un petit peu de culture d'herbes, de choses comme ça. C'est une façon de participer à l'acte alimentaire sans enfreindre du tout la loi. On peut très bien le faire. Bon. C'est parfait. Merci, Eric. D'autres d'autres questions? Oui. Pardon. Non. Oui, je voulais dire simplement qu'on a des normes administratives qui sont très importantes. Et là, il a raison de dire qu'il y a la sécurité sanitaire et on peut... Bon, je vais vous raconter une histoire aussi d'une personne qui n'avait pas mangé. Alors, on a commencé à faire les restaurants où on faisait manger les aliments qui étaient épluchés parce que la rééducation, c'était bien. Donc, on faisait manger les aliments épluchés, on les a fait manger, on les a fait... Et on a eu une visite parce qu'on a eu un jour des gens qui apportaient des aliments. Et les gens qui apportaient des aliments qui n'étaient pas sains. Alors, en particulier, on a eu, au bout de 3 contaminations, on a la direction centrale de l'équipement qui se met en branle et on a à ce moment-là une concertation complète où on va examiner ce qui se passe. Alors là, les gens qui avaient apporté de l'extérieur des aliments contaminés, les contaminations ont été faites dans le service et on a été obligé de faire des plateaux repas qui étaient couleur dégueulée d'ivrogne, c'était... Oui, on imagine. Je vais passer là-dessus. Et on a été contraint, bien que ce soit venu de l'extérieur, de faire des plateaux repas. Ouais, bon. Donc c'est jamais sans danger. Toutes les initiatives ont leur part de danger, bien sûr. Et obligation de résultat. Et obligation de résultat, oui. Voilà. Kylian. Alors on a toutes les normes administratives qui sont importantes et qui sont le fait qu'on est obligé de contraindre des normes administratives. Alors, on avait des tables rondes, par exemple, et on avait les fauteuils rentrés dessous sans problème. Les plateaux étaient carrés. Bon, alors, bref. On a eu... Oui, c'était tout un tas de petits... détails. Pour aller dans le sens de ce que dit Monique justement sur la dimension de convivialité, une question de J Junior sur l'aspect culturel de la nourriture et sur le fait qu'elle est cruciale à ses yeux. Il demande finalement pourquoi faire manger à des personnes âgées des mets qui ne correspondent pas à leurs attentes psychologiques. Est-ce que c'est uniquement une raison financière ou pour d'autres raisons? Je veux bien répondre. Oui, alors Jean-Pierre. Bon, je réponds rapidement, enfin je vais essayer. On a évoqué, mais on ne l'a pas expliqué, il faut quand y revenir, la notion de cohorte et la notion d'âge. Je crois que c'est important de partir de ça. L'âge, moi je sais pas, 75, 80, 85, et la cohorte, c'est l'histoire
qu'est-ce qui est un petit peu comme quand on achète les DVD de son époque, l'année de naissance, etc. C'est-à-dire qu'on a tous des cultures, des univers particuliers de préférence. Par exemple, le plaisir alimentaire, quand j'ai un peu plus de 12 ans maintenant, on avait fait une enquête sur les plaisirs alimentaires dans la région centre pour les personnes âgées. Et on était très surpris parce que beaucoup de personnes, alors, sauf les instituteurs et les institutrices qui sont à part et certaines professions paramédicales, mais beaucoup de personnes, c'était la génération, ce qu'on appelait la génération boursin, jambon sous vide, etc. Oui. C'est-à-dire que finalement, l'image d'Épinal de la vieille dame qui faisait des pots au feu, etc., c'était pas leur histoire. Ouais. Sauf si c'était des personnes qui venaient de la ruralité ou si c'était des personnes qui étaient d'origine modeste et qui n'avaient pas travaillé ou travaillé fort tard et, disons, dans des tâches plutôt domestiques. Donc on voit bien comment la cohorte va faire que les préférences alimentaires, ce n'est pas des préférences liées à l'âge. C'est lié à la cohorte, et à l'intérieur de la cohorte, il y a des positions sociales qu'on va avoir, et éventuellement même le genre masculin, féminin, etc., où on a les choses. Donc la seule solution, on revient à ce que j'avais dit au départ, ce qu'il faut, c'est être à l'écoute, et c'est tout à fait intéressant justement ce qu'avait dit Eric, c'est les profils, c'est-à-dire que être à l'écoute et voir comment... c'est simple, il faut demander aux gens, qu'est-ce que vous aimez ? Alors, leur demander à eux, pas à la famille, parce que la famille va vous dire, faut plus qu'ils mangent de machin, faut plus qu'ils... C'est-à-dire que les pépés en prison, là, bon. Alors qu'en réalité, les gens ont des vrais désirs alimentaires, qui sont des vraies préférences alimentaires, et qui peuvent varier en fonction des profils qu'Eric a bien repérés dans ses études. Donc voilà ce qu'il faut faire. Il faut écouter les gens. On est dans une démarche clinique. C'est les mots-clés. Donner le choix, écouter. Pour l'instant, on a deux mots-clés qui ressortent. Ouais. Alors justement, sur le fait d'écouter les gens, Tunifère de Nantes évoque le fait que les goûts et les dégoûts des personnes âgées ne sont pas nécessairement demandés lors de l'accueil dans certains EHPAD. C'est vrai, mais c'est dommage. Alors ils ne le sont pas, j'imagine, pour des raisons techniques où on se dit de toute façon on ne pourra pas y répondre. Parce que l'alimentation c'est un soin, point. Et à partir de là, après on cherche à avoir un budget le plus important possible sur le reste. Ouais. Donc par contre, on devrait effectivement avoir des protocoles dans lesquels on demande forcément, non pas aux familles, mais aux malades, ou à l'hospitalisé, ou à la personne qui rentre en pension dans l'EHPAD, leur demander quelles sont vraiment leurs préférences alimentaires. Ou à l'inverse, ceux qui refusent de manger, effectivement. Voilà, et les dégoûts. Plutôt les dégoûts, parce que les dégoûts, ça permet quand même déjà de trier par rapport au gaspillage et par rapport à des choses comme ça. C'est plus facile d'exprimer un dégoût que d'exprimer un goût. Oui, mais alors, on a les dégoûts. Moi, je me suis retrouvée avec une fiche de dégoût. Et c'est dommage, parce qu'on a les goûts des personnes âgées. Le Crédoc a fait une analyse qui était très, très importante sur le même sujet que ce disait Jean-Pierre Corbeau. Et l'analyse a été l'effet génération. Alors, l'effet de cohorte et l'effet de génération. Non, mais c'est la même chose. Il n'y a pas du tout de différence entre les générations, par exemple la génération Moulinex, la génération Frigo, la génération et les autres. Il n'y a pas de comparaison. Et on peut se retrouver avec des gens qui sont dépendants et ils veulent avoir le choix quand même parce que ils ont des besoins qui ne sont pas satisfaits. Et c'est ça qui explique le gaspillage dont nous parlait Eric. Eric, tenir compte des dégoûts comme ça, c'est quelque chose qui se fait, qui se fait pas, qui peut se faire facilement. Alors, je vais évoquer une chose simple. Dans le cadre, un élément qui est extrêmement difficile à faire vivre dans le cadre d'un marché ou de délégation de la fonction restauration, c'est celui de la carte de remplacement. Cette fameuse carte de remplacement, c'est le monstre du Loch Ness. C'est-à-dire qu'elle est sur le cahier des charges, elle est dans la proposition du gestionnaire, et puis après, elle n'apparaît plus. Ou alors, elle est gérée un petit peu comme savent le faire aussi certains établissements sanitaires, c'est-à-dire qu'ils proposent une carte de remplacement avec des produits
on y goûte une fois, mais on n'a pas envie d'y retourner, parce que généralement, c'est de la liaison froide. C'est la solution. C'est pas assaisonné, que ce soit passe-partout, c'est sans sel, c'est sans graisse, c'est pas cuisiné. Donc globalement, le riz de substitution, les pâtes, le steak haché ou le filet de poisson, on n'y touche plus. Donc globalement, on ramène les personnes vers un autre choix. Vers le droit chemin. Voilà, vers le droit chemin. Mais d'un autre côté, que ça, parce que on s'évertue à vouloir absolument proposer du choix. Le choix, on n'est pas au restaurant quand on est en EHPAD, on n'est pas au restaurant. Il faudrait que le modèle, ce serait de se rapprocher le plus possible de la vie de chez soi, puisque une personne âgée qui rentre dans un établissement gériatrique, elle est chez elle. C'est un locataire d'un établissement dont elle est colocataire. Et donc, il faudrait qu'elle ait une relation à l'alimentation qui soit similaire. Et chez soi, personne n'a une carte de remplacement. Ça ne marche pas comme ça. Non. Je mange quelque chose que j'ai choisi, que j'ai envie de manger, qui me fait plaisir, etc., etc. Donc, il vaut mieux pour moi, et ça c'est de la longue expérience, c'est des menus, des plats qui soient simples, qui soient authentiques, qui répondent aux besoins, et où on n'a pas besoin d'aller chercher des cartes de remplacement, si ce n'est lorsqu'il peut y avoir des aversions fortes. Mais globalement, on voit que les aversions, elles n'existent pas. Parce que si vous demandez à une personne qui rentre en établissement si elle aime le poisson, elle va vous dire « j'aime pas le poisson ». Et il s'avère que ce jour-là, on va vous servir un sauté de lotte ou je ne sais trop, une brandade de morue extraordinaire. Elle va dire « mais j'ai envie d'en manger ». En fin de compte, c'est l'image plutôt de l'aliment qu'elle rejette, plutôt que l'aliment lui-même. Donc, faisons des menus simples, authentiques, cuisinés avec amour, plutôt que d'essayer de mettre en place des cartes de remplacement, des gestions par aversion qui ne fonctionnent pas. Moi, juste un petit complément qu'on n'a pas dit, c'est dans la mesure du possible, essayer de respecter les rythmes, on n'en a pas parlé, les rythmes alimentaires des personnes, alors particulièrement à l'hôpital. Vous avez des gens, on leur sert à manger à 11h30, c'est des gens qui ont l'habitude de manger à 13h ou 14h. Ça, c'est vrai que et donc, même on n'est pas, et ça c'est important de le dire, parce que quelque part, c'est un mépris, je dirais, de l'identité du mangeur. On va se renseigner sur leurs préférences, on ne va pas dire à quelle heure vous avez l'habitude de manger. Et Jean-Pierre Poulin, encore une fois, c'est ce qu'il avait montré. Beaucoup de non-consommation d'aliments est lié au fait que le moment où c'est présenté ne correspond absolument pas au rythme biologique et aux habitudes de la personne. Ce qui rejoint un peu l'histoire de faire le ménage 5 minutes avant, etc. C'est-à-dire qu'on est dans un cadre où c'était juste pour... De toute façon, c'est mort d'avance, la personne n'a pas envie de manger. De notre discussion. Oui, bien sûr. Jean-Pierre a tout à fait raison. Si je peux te donner un mot... c'est un sujet important, oui. Je pense que la liberté, on parlait des 3 actes de liberté, je choisis, je cuisine, je mange. Et quand Par quoi s'exprime la liberté? Elle s'exprime par des rites et des rituels. Voilà. Chacun a ses rituels. Respecter ses rituels. Alors, c'est là que c'est difficile. Parce que quelqu'un qui a envie de manger à 11h30, celui qui a envie de manger à 13h, comment est-ce qu'on peut faire si on veut qu'il mange chaud, sans multiplier les agents hôteliers, les AS, les ASH, les cuisiniers? Là, c'est plus compliqué. Je n'ai pas la réponse. Mais respecter au moins le rituel d'une génération. Ça, c'est pas mal. C'est-à-dire que j'ai des gens qui sont des années 30, des années 40, des années 50. C'est quoi les rituels de ces gens-là? Et j'essaye de trouver le rituel non plus lié à mon organisation, de mes agents qui commencent, qui font du 8h, 15h, parce que je dois caler mon organisation comme ça. Non, je dois caler mon organisation sur les rituels de mes consommateurs. Et là, ça devient plus intéressant. C'est l'alimentation qui structure l'univers hospitalier. Voilà. Alors, est-ce que je peux parler? Oui, oui. Parce que j'ai simplement, je voulais dire qu'on avait parlé, pour la Direction générale de la santé, a fait l'alimentation hospitalière. Et on a mis sans dessus-dessous tout ce qui était alimentation à l'hôpital parce que justement, ça ne correspond pas aux besoins des personnes qui sont les plus souvent hospitalisées. Alors, soit c'est de l'hospitalisation ambulatoire et c'est court et les gens n'ont pas le temps de manger, soit c'est de l'hospitalisation longue durée et c'est ce qu'on trouve pour les personnes âgées. Et à ce moment-là, on a des hospitalisations qui sont longues et on a un self-service qui doit se faire plutôt que d'avoir des gens qui mangent à heure fixe
Oui. et qui mangent quand ils peuvent et quand ils veulent. Et on n'a pas invoqué oh, les ateliers Oui, cuisine. mais si, L'animation. mais si, Invoquer les oui, oui. ateliers cuisine. Oui, qui sont Et un ça, levier. c'est important de le dire aussi parce que les gens âgés aiment beaucoup et quand ils invitent quelqu'un à manger ce qu'ils ont préparé, ils ont mangé et enfin, nous on l'avait limité à 10 parce qu'on n'avait que 10 places, mais on avait limité les ateliers cuisine et on avait fait des ateliers cuisine, on les a validés pour des gens qui ont plus de 75 ans. Parce que les ateliers cuisine, quand ils ont préparé quelque chose, eh bien, ils en font profiter quelqu'un, Oui, ils en font profiter quelques autres personnes, et ça fait partie aussi de ce qui est important pour eux. bien sûr. Oui. Kylian? Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de débats sur les réseaux sociaux, entre autres de Patricia Poignet, qui est diététicienne dans l'Ordre à Alençon, qui souligne non seulement, par rapport à tout ce que vous disiez, que quelquefois le mou, le mixé, le liquide, c'est le déclin cognitif assuré, plus de mâche, plus de salivation, pardon, donc plus de stimulation. Et elle se demande donc s'il faut encourager l'autonomie alimentaire, le fait que les troubles n'empêchent certainement pas le plaisir de manger. Elle se demande s'il faut encourager le manger main, c'est-à-dire avec une alimentation enrichie pour lutter contre la spirale de la dénutrition en institution. Alors, quelqu'un veut... Ah ben oui, mais moi je dis oui, il faut enrichir les plats, et tel que c'est, on les enrichit, on les enrichit de telle façon, par exemple, on peut les enrichir avec des petits ingrédients, simplement avec du lait, simplement avec des protéines qui soient utilisables, mais on peut utiliser n'importe quoi, et en particulier les vaches qui rient peuvent permettre d'enrichir un potage. 2 vaches qui rient bien mixées vont dans un potage, alors que quand on les met directement en contact avec les patients, ça fait des troubles digestifs qui sont importants parce que se moulent sur les trucs et ça fait des dysphagies et ça fait des fausses routes. Et alors on n'en a pas parlé de ça, mais je ne sais pas si on ne peut pas parler de tout. Si, bah, c'est un peu dans la sphère mastication, fausse route, c'est effectivement, c'est tous les problèmes mécaniques liés à l'alimentation qui font que la personne va presque appréhender le moment du repas, quoi. Et effectivement, on sait que c'est voilà. Et enfin, on se rend compte qu'on a des gens qui ont peur de manger simplement parce qu'ils ont eu, à un moment donné, ils ont eu une infection quelconque et ils ont eu des fausses routes. Et les fausses routes, c'est pas du tout ça, hein. Les fausses routes, la vraie fausse route, c'est la manœuvre de Heimlich qu'on doit faire tout de suite. Ouais. Mais les vraies fausses routes, on en a très peu. On a souvent des fausses routes qui sont liées au type d'aliment que l'on donne. Et je pense en particulier aux vaches qui rient, parce que chez les parkinsoniens, c'est terrible. Alors, Eric, sur la vache qui rit, je vous ai vu réagir là. On passe sur la vache qui rit en particulier. Tout d'abord, manger main. Alors, main, c'est volontaire, je pense que c'est la version anglaise. Donc, le principal, c'est bien ça. Ou c'est manger main avec l'accent de Marseille, je ne sais pas. Mais si c'est du manger main, si c'est du mixé, c'est de l'enrichi. Puisque dès lors que on est sur de la texture modifiée, obligatoirement, on va dédensifier, on va émulsionner le produit. Et donc, il va falloir compenser la perte de densité en calories, en protéines, voire même en micronutriments. Donc, après, sur l'enrichissement, c'est un vaste débat, Monique, et je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a une première chose que l'on peut voir, c'est que, là encore, soyons simples, authentiques et efficaces. Il y a sur le marché tout un kyrielle de poudre de perlimpinpin qui sont censées enrichir. Alors, je ne citerai aucune marque, bien entendu, mais je dirais qu'il y a des marques qui sont, ma foi, relativement bien faites et qui nous sont fournies par le bon Dieu. L'œuf, le lait, la viande, le fromage, avec la manufacture de l'être humain, bien entendu, le génie de l'être humain, où on peut trouver des réponses très intéressantes dans la nature. Voilà, ça c'est la première chose. Parce que
lorsque vous faites une étude de ce que vous avez comme solution possible d'enrichissement et vous faites un focus sur la protéine, par exemple. Vous regardez le gramme de protéines de l'œuf, le gramme de protéines du pois, le gramme de protéines de la viande, du fromage que vous amenez dans un aliment, et puis le coût du gramme de protéines d'un produit manufacturé. La variation est de l'ordre de 1 à 6. Elle est de 1 à 6. Donc ça veut dire qu'il y a des produits aujourd'hui qui sont utilisés en enrichissement. Les cuisiniers, les personnels soignants les utilisent sans savoir qu'ils ont un produit qui est faiblement enrichissant et qui leur coûte très cher. Donc il faut absolument démystifier et revenir avec un enrichissement qui soit le plus culinaire possible. Revenir à la cuisine, voilà. Oui, oui. Kylian, d'autres? Oui, une question tout à l'heure qui rebondit sur... Oui, on s'approche des dernières questions, tout à fait. Le gâchis alimentaire qui a déjà été évoqué, certaines personnes demandent s'il est lié au fait que certains EHPAD ne proposent finalement qu'un menu unique à leurs résidents, comme l'a souligné le CLCV, où finit la nourriture qui n'est pas consommée dans les EHPAD. Est-ce qu'elle est destinée à d'autres partenariats pour être distribuée par la suite? Alors qu'un seul menu, on a vu qu'il y avait théoriquement un menu de remplacement, déjà. Mais par contre, la question, effectivement, où termine tout ce qui est gâché, tout ce qui arrive dans les poubelles des EHPAD, ça part où, ça? Mais ça part dans la poubelle. Ça coûte 150 € la tonne à l'EHPAD pour pouvoir le faire traiter. C'est ça, en tant que ménagère. Ok, bon ben voilà, on a la réponse. 150 € la tonne de traitement et ça part en fumée, quoi. Le chiffre est à vérifier, mais c'est entre 100 et 200. D'accord. Voilà, on a la réponse. C'est bon? Allez bien. Et bon, on va faire un petit tour de conclusion. Alors, on va faire le tour habituel pour conclure cette table, puisque effectivement, on arrive au bout du temps imparti. On va le faire dans l'autre sens. Comme ça, j'avais commencé par Monique, Eric, Jean-Pierre. On va commencer par Jean-Pierre cette fois-ci pour faire le petit tour de conclusion. Je sais pas. Il y a tellement de choses qui ont été dites que... Le take-home message, comme on dit en bon français. Ça, bon, je dirais... moi, ce que je retiendrai quand même, c'est qu'on est tous les trois d'accord et qu'on voit bien que finalement, il y a des vrais choix politiques à faire dans lesquels peut-être l'alimentation devrait non pas être dans une sorte de déclaratif décidé comme un soin, mais soit effectivement centrale dans, je dirais, l'organisation, la structuration des personnes, que ce soit en ambulatoire ou en séjour plus long dans les institutions, quelles qu'elles soient, et qu'à partir de là, il faut écouter, je crois que c'est ça la leçon, écouter les personnes, les connaître pour les respecter, puisque en réalité, l'alimentation est avant tout un acte social et qui doit rester un acte social jusqu'à la fin de nos jours. Bien, merci. Eric, vous prenez... Oui, alors, déjà, remercier les organisateurs, Christophe, Kylian, de nous avoir réunis parce que c'est vrai que nous sommes croisés avec Jean-Pierre, avec Monique. Avec Monique, on avait travaillé sur le guide alimentation Alzheimer il y a quelques années. Donc, on se connaît. Et en fin de compte, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on est, avec chacun de nos expériences, on a les mêmes avis, on est d'accord. C'est-à-dire que petit 1, on sait depuis 20 ans ce qu'il faut faire. Et puis, depuis 20 ans, ce n'est pas fait, puisque le résultat est toujours le même. On a de la dénutrition, on a du gâchis alimentaire. Donc, il y a vraiment tout un territoire à conquérir. Et pour le conquérir, c'est assez simple. Je vais revenir sur, petit 1, la notion de liberté, mais c'est la liberté du consommateur par le respect de ses rituels. Ça, j'y reviens, c'est extrêmement important. C'est la liberté aussi, laisser travailler les cuisiniers, laisser travailler les gens qui nourrissent, arrêter de les enfermer dans des nomenclatures, dans des listes de produits, des marchés contraignants en termes d'organisation des achats, de référentiels comme le GMRCN, qui n'en est pas un en fin de compte dans ce métier-là. Donc, laisser les gens exprimer l'amour qu'ils ont de faire leur métier et de nourrir les autres. Parce qu'au bout du bout, si on veut que le consommateur final prenne plaisir à se nourrir, il faut que celui qui cuisine ait plaisir à le fabriquer et qu'il y ait un point de rencontre là-dessus. Bien, bonne
plein de bons objectifs et cahier de route. Monique? Alors moi, je vais conclure parce que je suis aussi médecin et je suis obligée de parler de l'âge et je parle du nombre des bourgeons gustatifs qui diminue avec l'âge et on n'a pas tenu compte de l'impact des maladies, y compris bucco-dentaires et surtout de leur traitement qui altèrent le goût. Hein, et tous les médicaments qui altèrent le goût, je pourrais en parler pendant des heures, mais je crois qu'il faut le dire parce que le goût peut être transformé par les maladies et par l'impact des maladies, par leur traitement. Et c'est le cas, par exemple, des gens qui ont un cancer. Bon, tenir compte du goût, bah oui, je pense qu'alors, on ne pouvait pas imaginer effectivement mieux comme mot-clé pour terminer cette table ronde qui s'inscrit encore une fois dans le cadre de ces rencontres François Rabelais. Donc heureusement qu'on parle du goût. Et puis dans la patrie de Jacques Puiset aussi, comme Jean-Pierre l'a mentionné. Donc pour conclure, effectivement, je crois que dans un monde idéal, la personne âgée devra se sentir chez elle, être écoutée, avoir le choix et si possible avoir quelqu'un qui cuisine vraiment pour elle, voire lui donner l'opportunité de cuisiner. On a tous conscience que c'est l'objectif idéal à atteindre. Comme ça a été rappelé, on a l'impression qu'on a cet objectif en tête depuis un moment sans pour autant y parvenir. Il y a sans doute des tas de verrous sur lesquels on est passé rapidement, mais qui sont bien entendu toujours les mêmes, les enjeux économiques, évidemment, en premier lieu, et puis la volonté politique et la volonté à l'échelle individuelle aussi. On voit qu'il y a des tas d'initiatives qui émergent souvent sous une énergie purement individuelle, mais qui n'est pas forcément valorisée, et en tout cas comme elle devrait l'être. Donc une bonne marge de progression. En tout cas, j'espère qu'on a fait rapidement, mais le plus justement possible, un peu le tour du sujet. Donc je vous remercie à toutes et à tous pour votre attention, pour les questions qui ont été posées, et eh bien l'aventure continue, et j'espère que d'ici 10, 20, 30 ans, nous verrons la révolution dans les EHPAD, si les EHPAD existent encore, parce qu'il est question de les exploser pour ouvrir ces lieux de vie, donc pourquoi pas, ça serait encore une manière de régler le problème. Merci à tous et à toutes, et bon appétit s'il y en a qui passent à table pour le goûter, ça va être l'heure du goûter bientôt.